Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer ma petite série que j'ai intitulée Les hommes forts du Québec. Et je voudrais traiter dans ce petit vidéo le Joe Monferrand, surnommé le géant des rivières. Comme on le sait, Joe Monferrand est naquit en 1802 et décédé en 1864 à l'âge de 62 ans. Il est natif de Montréal et son père s'appelait Joseph Fabre. Pourquoi retrouve-t-on Monferrand? C'est que les origines de son grand-père venaient d'un petit village de la France du nom de Montferrand. C'est pour ça que le nom Monferrand a été préféré à cette époque. On a remplacé le nom Fabre pour Monferrand. Et à l'époque où est né Joe Monferrand, Montréal était un genre de bourgade, là. Disons qu'il y avait peut-être une quinzaine de milliers d'habitants autour de 1810. Là. Et c'était un centre d'activité très très important pour le commerce du bois et des fourrures. Un peu c'était le centre névralgique à cette époque du Canada. L'Ontario n'avait pas encore pris le dessus là, sur Montréal. Et comme on le sait, les citoyens que l'on appelait dans ce temps-là les Canadiens qui ont été appelés plus tard les Canadiens français, et aujourd'hui les Québécois, étaient en France, étaient au Canada depuis l'arrivée de Champlain, là, même à Jacques-Cartier en 1534, et Champlain 1608. Et on les appelait les Canadiens. Pourquoi les Canadiens? Ben, probablement c'est parce que ça faisait plus longtemps qu'ils s'étaient identifiés comme Canadiens. Ces citoyens-là là, qui habitaient notre pays, ils étaient d'origine française, mais ils se disaient Canadiens. C'est pour ça qu'on voit des fois dans les livres, quand on parle de cette époque, quand on parle des Canadiens français, des fois on va lire le pseudonyme Canadien français et aussi le synonyme le Canadien. Et Joe Monferrand était d'une taille impressionnante. D'après les recherches et les informations qui s'est transmises oralement depuis cette date, là, on estimait que Joe Monferrand était un genre de géant qui mesurait 6 pieds 4 ou 1,93 m et qu'il était très très agile. Il était très souple. Il était muni d'une adresse formidable, en plus d'avoir une force que je qualifierais d'herculéenne. Et on raconte souvent que lorsqu'il se présentait dans les tavernes, il avait la coutume de voir, pas tout le temps, mais généralement, il pouvait mettre son pied au plafond, là, comme c'est des caricatures, il n'y a pas de photo de cette époque-là, mais des fois il saute en l'air puis il étampait son talon dans le plafond de la taverne. Et à cette époque, on rapporte que quand Joe Monferrand était passé puis qu'il avait imprimé son talon, c'était dans le plafond du bar, que c'était un genre de gloire pour les Canadiens qui tenaient ces débits de boissons. Et en plus, Joe Monferrand, pour l'époque, savait lire et écrire. Ça, on rapporte que c'est sa mère qui lui avait montré ça. Lire et écrire. Ça, c'était très très rare chez les Canadiens de cette époque qui savaient lire et écrire. Et au début, il a fait la traite des fourrures comme tout le monde. Et il s'est lancé ensuite dans travailler pour des entrepreneurs forestiers dans la région de l'Outaouais. Il a œuvré une bonne partie de sa vie dans cette région-là, là, comme contremaître et comme meneur d'hommes, là, et il y avait des qualités pour ça. Et
c'est sûr que c'était un genre de géant et que avec l'entregent et la qualité de meneur d'homme qu'il avait, c'est probablement pour cette raison que on en parle encore aujourd'hui. Joe Monferrand est resté dans la mémoire collective des Québécois. Et si vous posez la question au Québec, parlez de Joe Monferrand, tout le monde en a entendu parler. Mais qui était-il exactement? Là, il y en a beaucoup qui connaissent de nom, mais ils ne savent pas trop qu'est-ce que c'était Joe Monferrand. Et on va soumettre quelques petites anecdotes. En 1818, donc il avait l'âge de 16 ans. La conquête avait eu lieu en 1760. Vous voyez que c'est très proche de la conquête. Il y avait beaucoup de garnisons anglaises un peu partout là, sur le territoire du Québec. Et on rapporte qu'à Montréal, au Champ de Mars, il y avait eu un combat d'organisé entre des soldats anglais. Il y avait eux autres aussi leur homme fort, là. Et il y avait eu un combat de boxe organisé, mais là, il y avait pas mal de monde, là. C'était mélangé pas mal à Montréal dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de citoyens d'origine anglaise. Et il y avait des citoyens aussi, des Canadiens d'origine française. Et lorsque le combat fut terminé, il y a un des pugilistes qui a été déclaré champion. Et tout de suite après le combat, il a lancé un défi à la foule parce qu'il savait qu'il était dans un territoire francophone, qu'il était prêt à affronter n'importe qui sur l'arène, là, celui qui voudrait se présenter. Et c'est alors que Joe Monferrand s'est présenté dans l'arène. Et quand le militaire, qui avait un âge plus avancé que lui, il l'a vu, c'est sûr qu'il l'a trouvé... il a dû se demander, même s'il était déjà grand à cette époque, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet enfant d'école-là. Mais apparemment, le combat n'a pas duré longtemps. Et Joe Monferrand lui a sonné un coup de poing. Et le champion du Canada, qui avait été déclaré champion du Canada, s'est étendu de tout son long. Et il ne s'est pas relevé. Fait que les officiers anglais lui ont remis la bourse qui avait été promise. Mais Joe Monferrand a refusé la bourse. Et il a dit, donnez-la à celui que je viens de terrasser. Il va en avoir plus besoin que moi. Ceci, ça date de l'enfance de Joe Monferrand qui avait promis à sa mère. Sa mère lui avait fait promettre, parce qu'il était d'une force herculéenne, de jamais se battre pour de l'argent. Juste se défendre les siens, sa race, mais pas pour de l'argent. C'est pour ça qu'il avait remis la bourse. Ça, c'est une anecdote qui s'est passée en 1818. Et il y avait juste 16 ans à cette époque-là. Là. Fait que vous voyez déjà que c'était ces hommes exceptionnels-là, même très jeunes, là, moi, les vidéos que j'ai faites sur ces hommes forts-là, là, on voit tout de suite que quand ils pognent l'âge ils atteignent l'adolescence, on voit qu'ils sont à part des autres au point de vue force ou agilité. Là, ils sont à part des autres. Et en 1829, ça c'est une autre anecdote là, que tout le monde a entendu parler. Il s'est battu contre ce qu'il appelait les Shiners. Ça c'est sur le pont de Hull à Ottawa. Il s'est engagé sur le pont et apparemment il y avait des barrières sur ce pont-là. Là. Peut-être que c'était un pont payant, je ne sais pas. Là. Il y en a qui ont fermé la barrière pour qu'il se retourne. Mais quand il était rendu sur le pont, là il y avait apparemment 150 Irlandais. On dit que c'était peut-être des orangistes, donc c'était peut-être des Irlandais originaires de l'Irlande du Nord, là, qui attendaient de pied ferme Joe Monferrand pour lui donner une raclée. Et quand il a voulu se retourner, il a vu que la barrière était fermée, il a continué à avancer vers les Shiners, comme ils les appellent, là. Et apparemment, il en aurait agriffé un par les pieds, puis ça a servi comme une massue pour faire tomber les Shiners qui s'en venaient vers lui. Et on dit qu'il a terrassé les 150 Shiners. Ça, c'est peut-être la légende qui a colporté ça. Parce que c'est presque, même si vous avez une force herculéenne, ce serait difficile. J'imagine que
les shiners qui l'attendaient, c'était pas des manchots, là. Ça devait être des gars assez costauds puis capables de se battre. Et probablement que qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand il a commencé à se battre, quand ils ont vu la force de cet homme-là et l'agilité de ce géant, là, ils ont pris panique probablement, puis ils ont reculé. Il y en a peut-être, je sais pas moi, peut-être terrassé une dizaine, là. Mais quand ils ont vu qu'ils pouvaient se faire tuer, là, probablement qu'ils ont... moi, je pense que ça s'est passé comme ça, là. Je me trompe peut-être, là. Ils ont dû reculer, puis ils ont dit, écoute, on va le laisser faire parce qu'on va tous se faire tuer. Ça, c'est une autre anecdote de lui qu'il y a eu en 1829. Et on rencontre une autre anecdote parce qu'il a travaillé longtemps dans la rivière Ottawa pour le commerce des madriers. Dans ce temps-là, l'Angleterre avait besoin de bois et c'était des madriers qu'on débitait pour envoyer en Angleterre. Mais le long de la rivière Ottawa, il n'y avait pas de chemin, là. Les bûcherons rentraient à pied, ils écorrissaient le bois, ils faisaient des genres de trains de madriers sur la rivière des Outaouais, là, et ils descendaient ça en allant vers Hull, là, pour embarquer ça dans un navire, là, pour les envoyer en Angleterre. Et probablement qu'il fallait qu'ils ramènent ça jusqu'à Montréal, là, parce que dans ce temps-là, la voie maritime du Saint-Laurent n'était pas faite, là. Et on rapporte qu'en descendant avec sa charge de bois, lui, c'était un genre de contremaître, là. Il travaillait pour un gars de Liverpool qui était émigré au Canada, là, qui s'appelait Peter Halen. C'était lui qui avait les concessions pour abattre les arbres, les bûcher et les envoyer en Angleterre. Et on rapporte qu'il y avait un bateau d'échoué, un petit bateau, là, le long de la rive. Et il y avait de la difficulté à passer avec son train de bois. Et apparemment, il y avait quelques hommes qui sont allés pour déprendre le bateau. Là. Il était ancré dans le fond, là, mais il grouillait un peu. Et quand ils ont vu qu'il n'était pas capable, ils disent venez-vous-en dans le... rembarquer sur le radeau de bois, puis il faut aller l'envoyer au large, ce bateau-là. Fait qu'il est débarqué, puis apparemment, avec un bon coup d'épaule, puis il a réussi à le dégager du rivage. Et là, le bateau est parti à la flotte, là, puis là, ils ont pu continuer leur chemin. Et le grand avantage que Joe Monferrand avait, c'est qu'il savait lire et écrire. Et en plus, c'est un meneur d'hommes. Ça fait que les anglo-saxons l'ont beaucoup utilisé le long dans le coin de la Gatineau, de la rivière Ottawa, là, comme contremaître. Et en plus, on l'engageait pour... il était chargé de distribuer les émoluments, là, les salaires des bûcherons qu'il y avait un peu partout le long de la rivière Ottawa. C'est lui qui s'occupait de ça. Et pourquoi parle-t-on encore de Joe Monferrand en 2014? Il suscite encore de leur curiosité 200 ans après sa mort. Et aussi, il faut mentionner que Gilles Vigneault lui a redonné vie lorsqu'il a écrit la chanson Joe Monferrand en 1959. Et Joe Monferrand, il y en a qui pensent que c'est un ivrogne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si c'était vrai, ça avait été seulement qu'un ivrogne, on n'entendrait plus parler de Joe Monferrand, parce que dans ce temps-là, comme aujourd'hui, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup pas énormément, mais comme aujourd'hui, il y a les gars qui prennent un coup, il y en a qui sont vraiment capables, mais ils ne laissent pas leur marque, là. C'est parce que c'était je dirais c'était un gentleman qui avait toujours promis à sa mère, je crois qu'elle était mourante, là, elle lui avait fait promettre de jamais se battre pour de l'argent, mais de toujours défendre sa race, les Canadiens, quand ils seraient, disons, maltraités ou malmenés par, dans ce temps-là, on va dire que c'est les anglo-saxons, là. Joe Monferrand, a toujours protégé les Canadiens de par sa force et son agilité, et en plus son intelligence.
il a respecté ce que sa mère lui avait inculqué et ce que sa mère lui avait fait promettre sur son lit de mort, le mort de sa mère. Et quoi qu'on dise, j'ai fouillé un peu dans Internet, là, un peu partout, j'ai lu quelques volumes de la Bibliothèque de Québec, là. Il y a toutes sortes de choses sur Joe Monferrand, et j'ai sorti quelques images, là. Ils ont même fait un thème au Canada, là, de 42 cents, ça veut dire que ça date pas tellement longtemps, peut-être 15-20 ans, là. Ensuite de ça, même le Palais de justice de Québec, édifice Joe Monferrand, centre administratif, Palais de justice de Québec. Si vous allez à Québec, qui est dans Basseville, le Palais de justice, c'est une très très grosse bâtisse, mais ça s'appelle Joe Monferrand. Ensuite de ça, ben là, j'ai mis une caricature, pas une caricature, mais un dessin de la bataille de Joe Monferrand sur le pont de Hall. On voit avec empoignant un orangiste là, par les pieds, puis il se faisait un genre de massue avec, là, pour terrasser les autres qui s'en venaient pour le battre. En plus de ça, ben, vous voyez, là, vous voyez ici, il y a une gravure, là, il avait tendance à mettre son pied au plafond, là. Il était tellement grand puis agile qu'il pouvait faire ça. Et j'ai remarqué que quand j'ai fait la biographie de Alexis le Trotteur, lui ici faisait ça, mais il n'était pas grand. Il n'était pas grand, mais il était très très agile, mais c'était un bon coureur, Alexis le Trotteur. Mais il ne devait pas partir du plancher pour aller au plafond. Moi, je pense qu'Alexis le Trotteur devait sauter sur le mur puis monter en l'air parce qu'il n'était pas assez grand pour... Excusez. Je pense, pour aller frapper le plafond avec son talon de botte comme Joe Monferrand le faisait. Ensuite de ça, vous voyez, il y a une statue de bois là, qui a été sculptée. Là. Ça, j'ai vu ça dans Internet. Il y en a un autre ici, une gravure là, sur Joe Monferrand. Et comme vous le voyez, Joe Monferrand va rester longtemps dans les annales du Québec, là. Parce que lors de son passage dans notre monde, il a vraiment marqué son époque comme un justicier pour les Canadiens. Et il ne s'est jamais enrichi personnellement avec sa force et son agilité comme il avait promis à sa mère sur son lit de mort. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.